Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous expert consacré au Code de la commande publique. Alors, après le webinaire du mois dernier, dans lequel nous avions présenté les dispositions relatives à la phase de passation, nous avons choisi de nous attarder aujourd'hui sur l'autre étape essentielle de la vie des marchés, à savoir la phase d'exécution. Alors là encore, le Code n'apporte pas d'innovation majeure sur le fond. Cependant, certaines règles qui n'étaient jusqu'à présent formulées que par la jurisprudence sont désormais codifiées. Que ce soit au niveau de l'exécution financière, de la modification des marchés, du règlement des différends, etc., comment s'articulent les dispositions du Code de la commande publique et quelles sont les principales nouveautés? Alors, afin de répondre à ces différentes questions et d'anticiper l'exécution des marchés qui peuvent être conclus depuis le 1er avril, Laurent Seri, avocat associé au sein du cabinet Adamas, et Julie Coulange, avocate, vont analyser ces nouvelles dispositions. Alors avant de vous laisser la parole, je vous rappelle que vous avez à tout moment la possibilité de poser par écrit vos questions en cliquant sur l'onglet questions. Maître, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. D'abord, je voudrais remercier le groupe Moniteur de nous convier une troisième fois à un webinaire. C'est toujours un vrai plaisir et un peu aussi un honneur d'intervenir pour vous. Alors aujourd'hui, je serai assez rapide, j'entrerai assez vite dans le vif du sujet pour vous parler en fait des nouveautés concernant l'exécution des marchés publics et qui résultent de la réforme du Code de la commande publique. Alors je commencerai simplement en fait par relever voilà, que les slides passent. Voilà, je commencerai par relever d'abord que le Code de la commande publique donc est entré en vigueur aujourd'hui depuis le 1er avril 2019, qu'il a été créé donc en fait par l'ordonnance du 26 novembre 2018 qui a créé sa partie donc législative et le décret du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la commande publique. Alors, il s'agit, à mon sens, d'une véritable, évolution majeure en fait dans le droit de la commande publique, parce que ça fait aujourd'hui à peu près 20 ans que j'exerce, et je suis né en fait avec le Code des marchés publics qui s'appliquait à l'époque en 1964-1966 et qui intéressait en fait pour une partie l'État et pour une partie les collectivités locales. Et j'ai vécu en fait toutes les réformes du Code des marchés publics, notamment celles de 2001, 2004 et puis celles qui se sont succédées. J'ai vécu aussi l'apparition de la loi Sapin en 1993 avec les délégations de services publics et la naissance des marchés des contrats de partenariat à l'époque en 2004. Et en fait, c'est vrai qu'on depuis plus de 20 ans, on évoquait à chaque fois l'existence d'un code de la commande publique unifié. Et c'est vrai que c'était un peu l'Arlésienne parce qu'on l'attendait, et on se demandait si finalement on allait réussir à aboutir à créer ce code. Alors c'est chose faite depuis la fin de l'année dernière, en 2018. Ce qui est intéressant en fait dans ce code et par rapport à la question qui nous intéresse aujourd'hui de l'exécution des marchés publics, c'est de voir en fait finalement ce que cette réforme a pu apporter. Alors tout de suite, il y a quelque chose qui m'a un peu amusé quand j'ai été saisi par le groupe Moniteur pour intervenir, comme tout juriste, c'est qu'on nous a demandé en fait d'intervenir sur les modifications apportées par le nouveau code de la commande publique. Or, quand on voit l'esprit dans lequel a été rédigé finalement ce nouveau code des marchés publics, on nous a expliqué en fait que ce code ne devait pas comporter d'innovation majeure sur le fond, et que en fait en réalité il reprenait, et c'est ce que nous disait en fait le ministère, pratiquement, c'était une codification à droit constant. Donc il y a quelque chose qui est assez amusant de se dire qu'on va essayer de trouver des nouveautés alors qu'en principe le droit n'a pas changé. Et donc l'exercice auquel on devait se livrer ce matin était pas facile, c'était un peu le jeu des 7 erreurs. Il faut voir en fait ce qui a pu changer et comparer avec ce qu'il y avait avant. Alors tout de suite, effectivement, il y a heureusement quelques innovations et qui concernent effectivement précisément, notamment l'exécution des marchés publics. Alors, en effet, comme l'a relevé Richard Do tout à l'heure, en réalité, en fait, certes, les évolutions concernent finalement l'intégration en fait des différents textes précédents
les textes épars de la commande publique. Donc c'était notamment évidemment les textes, l'ordonnance de 2015 sur les marchés, l'ordonnance de 2016 sur les contrats de concession, mais a intégré aussi, comme on le verra, pas mal de textes épars, notamment la loi relative à la maîtrise d'ouvrage public, la loi de 85, la loi de 75 sur la sous-traitance. Et donc finalement, c'est un espèce de patchwork en fait ce texte, et il y avait effectivement un gros travail à relever, mais qui a été, me semble-t-il, réussi par les codificateurs. Alors pourquoi je dis qu'il y a des nouveautés en fait par rapport aux règles d'exécution? Parce que effectivement a été codifié pour une partie les règles relatives au régime du contrat administratif, et on le verra tout à l'heure, voilà, qui étaient des règles essentiellement jurisprudentielles et qui aujourd'hui deviennent des règles en réalité codifiées et écrites. Alors par rapport à cette exécution des marchés publics, tout de suite, ce qu'il faut dire, c'est que ces nouvelles dispositions, alors ça concerne peut-être moins l'exécution parce que c'est une étape qui fait suite à la conclusion du contrat et donc à la passation du contrat, mais le nouveau code des marchés publics, comme on le verra, pose des questions de droit transitoire. Alors je le précise tout de suite, on le précisera avec Julie. En fait, le texte est entré en vigueur aujourd'hui, donc depuis le 1er avril 2019, et il s'applique en fait pour toutes les procédures pour lesquelles un avis de publicité a été lancé après le 1er avril 2019 ou une consultation a été engagée. Bon, alors aujourd'hui, donc par rapport à ces nouveaux contrats, donc qui seront conclus postérieurement à cette date du 1er avril 2019, donc leur exécution donc fera l'objet des nouvelles dispositions du code. Et ce qu'on trouvait intéressant avec Julie, c'était finalement, comme il y aura des nouveautés mais assez peu nombreuses, finalement, c'était un peu de se promener au milieu des règles de l'exécution des marchés publics qui résultent du nouveau code de la commande publique pour que chacun puisse y être familier. Alors tout de suite, c'est le titre 9 en fait. Alors d'abord, c'est plutôt la partie préliminaire de la partie législative, c'est ces articles L1 à L6 du Code de la commande publique qui fixent en fait des règles applicables à l'exécution des marchés, et notamment en fait qui fixent des règles applicables aux contrats administratifs. Et on va y revenir tout à l'heure, c'est quelque chose d'important cette précision. Alors que dire de cette partie législative, de ce fronton, de ces textes inscrits au fronton du code? C'est une habitude en fait qu'on a, et notamment, je suis praticien, moi j'aime bien le contentieux administratif. On le verra, le nouveau code il consacre quelques dispositions, ce qui est intéressant. En fait, c'est que dans tous les codes, il y a en fait quelques articles qui sont mis au fronton du code, qui posent des principes essentiels. Et parmi ces principes fondateurs, donc justement, il y a cette codification du régime du contrat administratif. Donc c'est quelque chose de très fort, un symbole qui est très fort. La deuxième chose, et le deuxième texte finalement, la deuxième partie de disposition dans ce code qui concerne l'exécution, ce sont les dispositions du titre 9 relatives à l'exécution du marché et qui finalement consacrent des dispositions propres au marché public. Alors dans nos propos, en fait, on a tenu, je le dis aujourd'hui, à mettre de côté, en fait, parce que ce n'était pas le sujet en tout cas pour nous, la question des marchés de partenariat, mais qui comportent eux aussi quelques dispositions spécifiques relatives à leur exécution, ainsi que les marchés de défense et de la sécurité. Donc voilà, c'est des sujets qu'on a décidé de pas examiner, et donc voilà. En ce qui concerne ces textes relatifs à l'exécution des marchés, en fait, ce que nous a dit en fait le codificateur, c'était qu'il visait à renforcer l'accessibilité et l'intelligibilité du droit de la commande publique par le regroupement de textes divers. Alors, je dirais tout de suite quelque chose d'important, c'est que j'avoue que avec le temps, tout s'en va, enfin comme on pourrait chanter. Là, c'est pas vraiment le cas. Avec le temps, on va s'y habituer. En fait, j'ai été un peu dérouté, comme pas mal de praticiens, sur la présentation du code. Alors d'abord, il faut quand même le dire, le code, c'est plus de 1700 articles aujourd'hui. Quand on prépare ces formations, quand on intervient sur des dossiers, on imprime le code aujourd'hui, ou parfois on l'a sur Internet, mais voilà, quand on essaie de passer d'une partie à une autre, finalement, pour l'exécution, ça exige en fait, puisqu'il y a une partie législative qui traite de toutes les dispositions législatives et une partie réglementaire ensuite, et ça veut dire que quand on veut passer de la partie législative à la partie réglementaire, en fait, sur une version papier, il faut balayer un nombre de pages incalculable, et se familiariser avec une nouvelle numérotation. Alors, je ne doute pas qu'on y arrivera, mais en tout cas, en ce moment et pour l'instant, l'accessibilité et l'intelligibilité de ce nouveau droit de la commande publique peut interpeller, et il faudra un peu de temps pour s'habituer finalement à manipuler ce nouveau code, et j'avoue que peut-être qu'il aurait été mieux en tout cas de faire que pour chaque partie, finalement, la partie législative et la partie réglementaire se succèdent. Alors voilà, je sais que les détracteurs de cette position nous diront que c'est plus facile de modifier les choses dans notre cas, mais en tout cas, aujourd'hui, on a quand même un petit problème parfois pour passer d'un texte à l'autre.
La deuxième volonté de cette réforme de l'exécution et enfin de ce code de la commande publique, c'était aussi de garantir en fait la stabilité de ces dispositions. Et donc le choix a été fait de la codification à droit constant. Là aussi, je le relève tout de suite, pour les praticiens, il y a une vraie difficulté parce qu'on a beau faire confiance et croire sans voir, en fait, on a quand même besoin malgré tout de vérifier que le texte n'a pas changé. Et comme on le verra tout à l'heure sur certaines dispositions, notamment par exemple en matière de modification de contrat, parfois on enlève des mots qui peuvent avoir une importance. Parfois on en rajoute, et donc ça veut dire que finalement aujourd'hui il y aura malgré tout, même si on parle de codification à droit constant, un effort d'appropriation des nouveaux textes pour vérifier ce qui change ou pas. Donc c'est un effort pour évidemment les juristes que nous sommes tous pour pouvoir comprendre les nouveaux textes. Alors le point d'attention particulier sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est que faire du droit c'est bien, je le dis toujours et on le constate toujours, c'est le droit finalement, c'est un droit, c'est une matière qui est vivante, et le droit administratif, le droit de la commande publique fait partie du droit public, et on a en France une particularité qui est en fait le dualisme juridictionnel, avec un ordre de juridiction judiciaire, un ordre de juridiction administratif, et notamment aussi en ce qui concerne le droit des contrats administratifs, le droit des contrats, des contrats qui relèvent de la qualification de contrats administratifs et des contrats qui relèvent de la qualification de contrats de droit privé. Et finalement, on se rend compte qu'à avoir voulu unifier dans un même code de la commande publique, avoir voulu soumettre finalement tous les acheteurs aux mêmes dispositions, quelque part, en fait, voilà, on est bien soumis à un même corpus de règles relatives à la passation du contrat. Ça, c'est certain. Ce droit, alors, est issu évidemment des directives communautaires et qui, elles, n'ont pas bougé depuis 2014. Donc, évidemment, il n'y avait pas de changement. Mais en revanche, en ce qui concerne l'exécution des contrats, et puisque les marchés publics, enfin, les marchés plutôt sont des contrats, évidemment, il y a un impact sur si le contrat est un contrat de droit administratif ou un contrat de droit privé, ce sera pas le même juge qui va juger le contrat, et il y a potentiellement des règles différentes. Alors, la particularité de ce nouveau code de la commande publique, c'est que l'article L6 du code de la commande publique reprend déjà les dispositions qui étaient celles du code des marchés publics de 2016. Et donc, tous les contrats qui sont conclus par des personnes publiques et en application du code des marchés publiques, enfin, du code de la commande publique aujourd'hui, sont en principe des contrats administratifs, nous dit l'article L6, sous réserve de certains contrats. Et voilà, il y a une exception pour notamment les contrats conclus dans le in-house, où voilà, on applique les critères classiques du contrat. Je ne perdrai pas de temps là-dessus ce matin. Et donc en revanche, la particularité de cet article L6, c'est que donc finalement, il vient dessiner un régime applicable, un régime juridique applicable à l'exécution de certains contrats et donc de certains marchés qui seront des contrats administratifs et qui obéiront à des règles particulières. Et là, c'est ce que je disais. Et ce qu'on disait avec Julie, c'est que finalement les principes essentiels en fait du régime des contrats administratifs ont été codifiés. Alors j'avoue que pour moi, enfin c'est un véritable quelque part changement, un bouleversement dans le droit public, dans le domaine du droit public, puisqu'en fait je suis né encore une fois avec un droit où on m'a appris que le droit administratif c'était un droit jurisprudentiel où le Conseil d'État notamment avait un rôle de jurislateur, de créateur de droit, et finalement, voilà, aujourd'hui, on se rend compte que on s'efforce, on essaie de transposer en fait finalement notamment pour l'exécution des contrats, tout un régime des contrats administratifs par écrit en le figeant. Alors, que dire de tout ça? Enfin voilà, première remarque, c'est que peut-être que pour les praticiens, et je pense que le Conseil d'État de toute façon notamment, et le juge administratif conservera son rôle prétorien et de créateur du droit, c'est certain. Je crois que pour les praticiens, évidemment, ceux qui connaissent très bien le droit, c'est intéressant de s'intéresser à la jurisprudence, mais il faut penser, j'allais dire, à tous et à chacun, et de se dire que finalement, quand un texte est écrit, c'est plus facile pour un simple citoyen de lire un texte et de comprendre éventuellement, et de se dire, voilà, il y a telle ou telle règle qui s'applique, plutôt que d'aller chercher dans la jurisprudence, comme l'ont fait et comme continuent à le faire tous les étudiants en droit administratif en deuxième année qui apprennent tous les grands arrêts par cœur. Donc voilà, je crois qu'il n'y a pas de regret à avoir là-dessus. En tout cas, c'est quelque chose qui aujourd'hui, voilà, on a réussi à poser par écrit ces règles. Et voilà, dans nos slides en fait qui sont à votre disposition, donc on retrouve en fait les principales règles du régime du contrat administratif. Je vais pas m'appesantir trop dessus parce qu'on va les décliner après au fur et à mesure des slides. Mais voilà, vous voyez que on consacre en matière de contrat administratif le pouvoir de contrôle du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice lors de l'exécution du contrat. On consacre le principe de continuité du service public. On consacre aussi la théorie de la force majeure, voilà, qui
qui est un événement, comme le dit le texte, extérieur aux parties, enfin plutôt la théorie plutôt de l'imprévision, qui est un événement extérieur aux parties imprévisible et qui bouleverse temporairement l'équilibre du contrat, et le contrat pouvant être continué. Voilà, je dirais que finalement il y a quelque chose d'intéressant puisque cette consécration, c'est un paradoxe, c'est quelque chose qui mérite d'être relevé, c'est qu'on consacre finalement à travers ces textes la théorie de l'imprévision, et finalement le juge judiciaire, lui, l'avait consacré, alors qu'il l'avait ignoré pendant des années, l'a consacré en fait en 2016 avec un article 1195 du Code civil qui lui reprend aussi la notion d'imprévision alors qu'elle n'existait pas dans le juge judiciaire. Donc voilà, on voit que finalement le dualisme juridictionnel influence un peu en tout cas sur les règles d'exécution des contrats, mais que pour le contrat administratif, on vient consacrer des principes. La slide suivante, voilà, on verra, il y a ce pouvoir de modification unilatérale du contrat qui ne doit pas bouleverser l'équilibre du contrat aussi, qui est conservé. Je reviendrai tout à l'heure, on y reviendra tout à l'heure quand on parlera des modifications du contrat. Et puis pareil aussi pour le pouvoir de résiliation unilatérale dans les conditions prévues par le présent code, et notamment l'indemnisation si jamais qui est due si jamais la résiliation est liée à un motif d'intérêt général. Voilà. Alors la particularité, voilà, c'est que ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats de droit privé qui relève du champ d'application de la commande publique. Et voilà, c'est aujourd'hui finalement quand par exemple une société d'économie mixte ou une personne privée qui relève du champ de la commande publique passe un contrat, c'est le contentieux du contrat relève du juge judiciaire et c'est un régime de droit privé qui va régir justement les règles d'exécution de ces marchés privés. Alors par rapport à au cadre et aux modifications qui ont été apportées par le nouveau code de la commande publique, sans surprise, on va balayer en fait les différents chapitres, enfin plutôt les différentes parties en fait du nouveau code de la commande publique et qui, comme vous le voyez, voilà, s'intéresse à l'exécution financière, aux modalités de facturation et de paiement, à la sous-traitance, à la modification du marché, à la résiliation du marché, aux données relatives à l'achat et enfin les règlements alternatifs des différends qui sont consacrés aussi par le nouveau code de la commande publique. Alors, s'agissant de l'exécution financière en fait du code de la commande publique, enfin qui résulte du code de la commande publique, en fait, il n'y a pas vraiment de nouveauté majeure. En fait, on est vraiment dans la continuité par rapport aux précédentes règles. Alors, ce qu'on peut relever, en fait, c'est qu'il y a certaines règles applicables en matière d'exécution financière, dont tout ce qui est avance, paiement, qui ne s'applique qu'aux personnes publiques. Et là, encore une fois, voilà, on commence à voir une espèce de fil rouge qui fait que les personnes privées qui sont soumises au code de la commande publique obéissent notamment à des règles financières et bénéficient d'un régime financier un peu différent. Et donc, voilà, il faut faire attention que certaines dispositions ne vont s'appliquer qu'à l'État, qu'aux collectivités locales, et à l'État à leur établissement public administratif, et non pas à leur EPIC. Et puis voilà, donc c'est un peu une source de complexité, mais il faut y faire attention. Alors le nouveau code donc prévoit dans sa partie législative et on le verra aussi réglementaire, donc des dispositions relatives aux avances, des dispositions relatives aux acomptes, sachant que voilà, je précise toujours à chaque fois, l'acompte ne peut pas excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte et il doit correspondre aussi évidemment à des travaux qui sont effectués. On a parfois en fait malheureusement, et on l'a vu avec Julie sur quelques dossiers, parfois des cas où c'est pas toujours respecté, où on essaie d'obtenir le paiement d'acompte, on se met d'accord parfois avec le pouvoir adjudicateur et on obtient des paiements sur des sommes qui n'ont pas en fait, qui ne correspondent pas à des prestations déjà effectuées. Mais en tout cas, les textes ne modifient pas fondamentalement les choses là-dessus. On le verra, il y a que des petites modifications. Mais on continue à avoir donc des dispositions relatives au paiement en fait, et qui sont en fait la reprise essentiellement des règles de 2015, de l'ordonnance de 2015, du 23 juillet 2015 sur les paiements. On conserve toujours dans ce nouveau code, évidemment, puisque c'est une codification de droit constant, les règles relatives aux garanties, avec toujours donc l'existence d'une retenue de garantie qui peut être remplacée par une garantie de substitution, un autre mécanisme de substitution qui permet d'apporter au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice des garanties financières. Donc ça peut être la garantie à première demande, la caution personnelle et solidaire. Et ensuite on a toujours, alors ça c'est une nouveauté, mais bon là on voit que l'effort qui est fait, on a des règles législatives relatives à la cession ou au nantissement des créances. Voilà, mais sauf que c'est une disposition qui est nouvelle, mais qui ne dit en fait pratiquement rien. Et en fait on retrouve dans la partie réglementaire l'essentiel. Et voilà, et c'est là qu'en fait on a finalement ce petit paradoxe, voilà, là encore une fois, c'est qu'on a une partie législative qu'on a voulu codifier et en fait, en réalité, l'essentiel des règles se retrouve dans la partie réglementaire. Et dans la partie réglementaire, donc voilà, on a dans le code
la reprise en fait de toutes les dispositions qui étaient les dispositions financières qui existaient dans le décret de mars 2016 sur les marchés. Donc c'est une reprise quasiment à l'identique des textes. On a une intégration, et c'est là qu'on voit l'apport du Code de la commande publique, des dispositifs relatifs à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, et on a l'intégration aussi des règles de paiement en matière de sous-traitance qui était prévue par la loi 75 sur la sous-traitance. Donc voilà, donc ça veut dire que la codification sur ce volet financier, elle a été faite à droit constant, et il y a quelques améliorations qui ont été apportées. Voilà, alors elles sont pas nombreuses, c'est notamment en matière d'avance et de retenue de garantie, où en fait, pour notamment l'État dans ses marchés conclus avec les TPE et les PME, on a une retenue de garantie dont le montant diminue de 5% à 3%, et on a une augmentation du montant des avances jusqu'à 20% du montant hors taxe pour ces mêmes contrats, pour les marchés conclus par l'État. Donc en fait, on voit que l'idée, c'est à travers cette réforme simplement par petites touches successives, d'apporter en fait finalement un peu plus de souplesse aux TPE et aux PME, et de favoriser finalement une économie plus fluide par rapport à ces différentes personnes. Là aussi pareil, par rapport au montant de calcul des avances, en présence d'un sous-traitant, en fait, il faut réduire le montant du marché du montant des sommes qui sont dues au sous-traitant. Et voilà. Et sachant que là aussi, pareil, le code de la commande publique, comme vous le voyez dans nos slides, prévoit la possibilité même maintenant de prévoir des avances si jamais, en fait, même si le marché n'est pas soumis à l'obligation d'avance, en fait, on peut quand même le prévoir si on le souhaite. Donc c'est pour les marchés qui notamment sont inférieurs à 50 000 euros. Je m'appesantirai pas là-dessus. Je voudrais qu'on puisse tout balayer. Les modalités de facturation et de paiement, là aussi c'est pareil, c'est donc le code de la commande publique finalement intègre en fait ou a pour vocation d'intégrer l'ensemble des dispositions relatives à la facturation ou au délai de paiement. Et là, en fait, pour l'instant, on est un peu dans l'attente. On a une première section qui est relative à la facturation électronique et qui comporte pour l'instant aucune disposition. Et en fait, la DAG nous a expliqué que ces dispositions devraient être codifiées après la transposition de la directive donc 2014-55 relative à la facturation électronique, sachant que la facturation électronique aujourd'hui est déjà impérative pour un certain nombre d'entreprises de grande taille et pour les PME, et que à l'échéance du 1er janvier 2020, en fait, toutes les entreprises, en principe, tous les opérateurs économiques devraient être soumis à l'obligation de facturation économique, de facturation électronique. La seconde section en fait de ce chapitre 2, elle est relative au délai de paiement, et donc là en fait on voit qu'on intègre en fait toute une série de règles relatives à la lutte contre les retards de paiement. Alors je dis toujours en fait les retards de paiement, c'est je veux pas je veux pas me faire le censeur et ni être particulièrement dur, mais en fait les retards de paiement peuvent causer en fait évidemment chez les opérateurs économiques des difficultés économiques très importantes, parce que si vous ne payez pas une facture dans les délais, l'opérateur économique lui doit parfois faire face à des charges récurrentes, et notamment charges sociales et autres ou des impôts, et s'il n'est pas payé, ça peut parfois entraîner des difficultés. Donc du coup le nouveau code de la commande publique finalement intègre dans son champ d'application l'ensemble des dispositions qui s'appliquaient au retard de paiement. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec finalement un code de la commande publique qui rappelle que les délais de paiement, c'est un délai de 30 jours pour les pouvoirs adjudicateurs en principe, avec des exceptions à 50 et 60 jours, notamment 50 jours pour, si mes souvenirs sont bons, les établissements publics de santé. Voilà. La particularité aussi, c'est que le code donc prévoit évidemment des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires et complémentaires pour des frais de recouvrement. Alors je suis toujours, je dis toujours à mes clients quand j'attaque des pouvoirs adjudicateurs et qu'il y a un retard de paiement et que je sais que les sommes sont dues à mes clients, en fait je leur explique que leur argent n'est jamais mieux placé en fait que chez la personne publique, parce que dans le nouveau code de la commande publique, c'est le taux de directeur de la banque, enfin de la banque, je crois que c'est de la BCE, et qui est majoré de 8 points. Vu le faible niveau des taux d'intérêt aujourd'hui, j'ai quelques clients qui ont gagné beaucoup d'argent en étant payés avec retard de sommes qui leur étaient dues. Et c'est vrai qu'alors ils nous ont mis la pression parfois à Julie et à moi-même, mais voilà, quand ils ont eu l'argent, l'argent n'avait jamais été aussi bien placé. Et donc en revanche, voilà, les textes sont particulièrement sévères vis-à-vis de l'administration par rapport à ces retards de paiement.
L'amende administrative, alors voilà, c'est des dispositions qui s'appliquent aux entreprises publiques, donc qui sont soumises à une influence dominante, nous dit le texte, d'une personne publique. Et ces entreprises publiques, en fait, voilà, en cas de retard de paiement constaté et sanctionné par l'autorité de la concurrence, peuvent être condamnées aujourd'hui avec le nouveau code à une amende de maximum de 2 millions d'euros. Voilà, on voit que la volonté est très clairement de pouvoir favoriser les paiements dans des délais rapides. Encore une fois, le paiement par carte d'achat des marchés publics des personnes morales de public dotées d'un comptable public. Alors c'est la partie réglementaire du code qui prévoit cette faculté. Ça ne joue pas en principe pour les marchés de travaux et voilà, c'est des dispositions nouvelles qui visent à permettre de payer facilement sur des contrats finalement d'un petit montant et voilà, qui permettent notamment voilà d'assouplir les règles de paiement. Donc vraiment pas forcément de choses nouvelles. On conserve donc finalement les règles du passé. La sous-traitance, là aussi c'est pareil, voilà, c'est la particularité de ce nouveau code de la commande publique finalement d'intégrer en fait toutes les dispositions relatives à la sous-traitance et notamment la loi de 75 relative à la sous-traitance. Donc on a une reprise en fait des dispositions qui existaient précédemment dans l'ordonnance du 23 juillet 2015 et dans le décret du 25 mars 2016. Et finalement, aujourd'hui, voilà, en revanche, on trouve finalement, sous la réserve que j'avais tout à l'heure de la partie législative et la partie réglementaire, on trouve dans le même texte finalement l'ensemble des dispositions qui s'appliquent à la sous-traitance. Et donc, quand je préparais cette formation, voilà, on retrouve tous les éléments avec Julie. On a retrouvé sur la définition de la sous-traitance. Alors la particularité, voilà, que l'acheteur peut exiger en fait que certaines tâches soient exécutées par le titulaire du marché public. Voilà, on a aussi le fait que on conserve l'idée et la notion essentielle que le sous-traitant qui intervient agit sous la responsabilité du pouvoir, enfin du titulaire du marché, et donc on retrouve toutes ces choses qu'on connaissait, donc il n'y a pas vraiment de nouveauté par rapport à ce point-là. Et ensuite, donc voilà, la véritable nouveauté, c'est que on retrouve toutes les dispositions finalement qui sont unifiées, et donc ça évite, voilà, pour quelqu'un qui ne connaissait pas la commande publique précédemment et qui aurait pu lire que le code des marchés publics, il aurait pu ignorer tout un pan du droit. Et donc c'est là le véritable apport d'intégrer dans le code de la commande publique finalement toutes ces anciennes dispositions. Et donc on retrouve toutes les règles évidemment d'acceptation du sous-traitant qui peut intervenir, au moment du dépôt de l'offre, ou bien qui peut être déclaré au cours de l'exécution du contrat. Et donc voilà, on a ce mécanisme qui est consacré dans le code de la commande publique. On a ensuite aussi le fait que voilà, on traque aujourd'hui l'offre anormalement basse, et donc l'offre anormalement basse peut être le fait à la fois du titulaire du marché, mais aussi de son sous-traitant qui pourrait pratiquer des prix défiant toute concurrence, sans jeu de mots aucun. Et donc voilà, le texte, le code de la commande publique reprend les anciennes dispositions en permettant d'interroger le sous-traitant ou le titulaire du contrat sur les prix pratiqués par son sous-traitant. On conserve aussi évidemment toutes les règles relatives au droit au paiement direct dès lors en fait que le montant du marché dépasse 600 euros, enfin dès lors plutôt que le montant de la sous-traitance dépasse 600 euros, ce qui évidemment est le cas de la plupart des cas des contrats de sous-traitance. Et on adapte en fait, on a un système financier qui est repris en fait en matière d'avance et de retenue de garantie, etc., qui est codifié aujourd'hui pour les sous-traitants. Donc c'est la nouveauté est plus dans la codification que dans les modifications apportées. La modification du marché, alors là c'est pareil, en fait on a une petite particularité, je le rappelle toujours parce que j'ai vu cette difficulté sur le code précédent. Les nouvelles dispositions relatives aux modifications des marchés sont applicables en fait à compter du 1er avril 2019 pour les marchés pour lesquels une consultation a été lancée postérieurement à cette date. Donc ça nécessite finalement à chaque fois quand on a un nouveau texte de se poser la question du droit transitoire. Mais en fait, en réalité, s'agissant des modifications du marché, les principales modifications issues du code de la commande publique, c'est d'abord, comme on l'a vu tout à l'heure en introduction, le pouvoir de modification unilatérale de l'administration à l'égard des contrats de la commande publique. Et des contrats qui présentent le caractère d'un contrat administratif. Alors là pour les gens qui aiment le droit comme nous, c'est quelque chose de passionnant de voir que ces jurisprudences séculaires aujourd'hui qui ont bâti notamment le régime des concessions, et qu'on a étudié tous quand on était jeunes étudiants, notamment l'arrêt du Compagnie Générale Française des Tramways qui permettait donc à l'administration de modifier unilatéralement un contrat sans en bouleverser en principe l'équilibre économique. Voilà, c'est consacré aujourd'hui par les textes et ce pouvoir de
modification, voilà, peut s'exercer uniquement pour des motifs d'intérêt général. Et voilà. Et donc ça veut dire qu'on a finalement une consécration de ces principes jurisprudentiels. Voilà. Et j'allais dire que bon, évidemment, enfin, ce que nous dit le Code de la commande publique, c'est toujours dans les principes un peu généraux, c'est que les modifications apportées par voie conventionnelle ou unilatérale ne peuvent changer la nature du contrat. Et là, finalement, voilà, on voit quelque chose d'important, c'est que la modification peut être apportée, mais il ne s'agit pas, par exemple, de transformer un contrat de concession en marché, ou à l'inverse, un marché en concession. C'est quelque chose qui n'est pas permis. Et après, quelque chose de très important aussi, c'est la codification de la règle jurisprudentielle selon laquelle la modification unilatérale du contrat ouvre droit au profit du titulaire du contrat au maintien de l'équilibre financier du contrat. Alors là, voilà, moi j'ai eu quelques contentieux là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est de relever que ce texte, il faut le dire, c'est voilà, ça veut dire que vous avez une économie initiale du contrat qui a été fixée, vous devez la respecter. Si la personne publique modifie le contrat, elle doit vous indemniser, mais ça ne veut pas dire en fait que vous, titulaire du contrat, vous avez un droit à l'équilibre économique du contrat. Si vous avez signé un contrat qui est déficitaire au départ, en fait, vous ne pourrez pas vous utiliser ce texte pour dire que vous avez droit à un retour aux bénéfices et un droit à faire des bénéfices, ou en tout cas à ne pas perdre d'argent. Donc c'est voilà, on voit que c'est quelque chose sur la modification du contrat, c'est vraiment la nouveauté, cette consécration jurisprudentielle. On va le dire, voilà, les codificateurs ont réussi le tour de force d'intégrer ces sujets, sachant que bien évidemment, alors c'est intéressant parce que ce régime du contrat administratif était applicable même sans texte, c'est-à-dire que même si le contrat ne le prévoyait pas, le contrat administratif, l'administration pouvait modifier unilatéralement le contrat. Et j'insiste là-dessus, voilà, lorsqu'on est en présence d'un contrat de droit privé qui relève du régime des règles de la commande publique. En revanche, voilà, je vais tout de suite briser tous les espoirs des acheteurs tels que des SEM ou des SPL ou autres. Voilà, vous ne pourrez pas vous modifier unilatéralement le contrat. Enfin, en tout cas, c'est voilà votre contrat qui obéit aux règles du droit privé. On n'a pas cette faculté qui est prévue. C'est une petite différence. Alors après, voilà, par rapport toujours voilà la codification à droit constant, c'est de toute façon voilà, par rapport aux modifications, on a conservé en fait les cas d'ouverture qui étaient prévus par l'ordonnance du 23 juillet 2015 et le décret du 25 mars 2016. Donc on a toujours en fait ces 6 cas d'ouverture aujourd'hui de modification du contrat qui sont permis au titre contractuel. Je fais juste une petite parenthèse. En fait, en réalité, le code de la commande publique, c'est une vraie nouveauté. C'est quelque part, c'est une vraie surprise. Enfin, en tout cas, enfin, c'est bien qu'il soit arrivé. Mais pourquoi, en fait, finalement, le droit et finalement les modifications se font à droit constant sur beaucoup de sujets? C'est parce qu'en réalité, en fait, on a perdu la maîtrise finalement de nos règles de la commande publique, parce qu'en fait, nos règles de la commande publique viennent du droit communautaire. Et dans la mesure, en fait, où on vit toujours sous le régime finalement de des directives marché et concession de 2014, tant que ces textes, supérieurs ne seront pas modifiés, en fait, voilà, il n'y avait pas de raison et on ne pouvait surtout pas, en fait, en réalité, prendre des dispositions internes qui auraient été incompatibles, en fait, avec les règles communautaires. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on retrouve finalement ces textes, comme la source communautaire n'a pas été modifiée, on codifie et donc finalement on ne modifie que par petites touches. Et donc on garde les cas de modification, le cas des options qui ont été clauses de réexamen qui auraient été prévues initialement. On garde le cas des travaux, fournitures ou services supplémentaires qui seraient devenus nécessaires, avec toujours les mêmes limites de 50% du montant du marché initial. On garde toujours les modifications qui ont été rendues nécessaires par des circonstances imprévues. Voilà, on garde l'hypothèse en fait où il y aurait une substitution d'un titulaire du marché par un autre titulaire et voilà qui aurait été prévue. On garde l'hypothèse des modifications qui ne seraient pas substantielles, avec évidemment toujours les mêmes débats sur ce qu'est une modification substantielle ou pas, et le code qui, comme l'ordonnance de 2015, reprend finalement un mécanisme amusant, c'est-à-dire que au lieu de dire ce que n'est pas une modification, ce qui est une modification non substantielle, on vous dit ce qu'est une modification substantielle, et donc à contrario, voilà, c'est finalement ce qui n'est pas substantiel finalement est véniel, enfin est peu important, pardon, et donc est permis. Et après il y a les modifications de faible montant, de 10% ou 15% selon la nature du contrat, et qui finalement ne doivent pas non plus dépasser les seuils communautaires. Voilà, on garde finalement cette architecture, et la seule véritable nouveauté, voilà, et encore une fois, c'est vraiment quelque chose où on touche à la marge en fait les dispositions, c'est pour les travaux, les travaux fournitures supplémentaires, où on a supprimé en fait la condition qui était liée à l'inconvénient majeur
ou l'augmentation substantielle des coûts pour l'acheteur qui serait liée à un changement d'opérateur. Voilà, donc vous voyez, c'est quelque chose on garde toujours les mêmes dispositions. Évidemment, c'est des sujets qu'on connaît bien et qui nous amènent en fait en tant que praticiens aujourd'hui. Et j'ai écrit d'ailleurs un article avec Romain Grandjean, mon associé, sur le sujet, sur la définition et la préparation des contrats. En fait, il est important de bien préparer en fait un marché public, de bien préparer une concession, parce que quand on prépare et quand on définit préalablement correctement ses besoins, on peut anticiper en fait sur les évolutions futures. Alors ça a deux impacts. Ça permet d'abord d'éviter d'avoir à se poser la question des modifications. Donc c'est quand même le mieux, c'est de pas avoir besoin d'y recourir. Et la deuxième chose, en fait, ça permet en fait justement de prévoir et d'anticiper sur des modifications futures et de prévoir les clauses contractuelles qui vont permettre en fait de réexaminer le contrat, de se revoir et tout. Et donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Autre nouveauté, en fait, la résiliation du marché. Alors là aussi, c'est pareil, c'est quelque chose d'intéressant parce que quand on a préparé le sujet avec Julie, on se demandait en fait si c'était une nouveauté ou un changement. Alors voilà, pourquoi c'est un petit changement? Parce que évidemment, en matière d'exécution des marchés, le code de la commande publique, enfin plutôt le code des marchés, avait toujours prévu des règles relatives à la résiliation. Ici ou là, on trouvait des règles liées notamment en cas de résiliation, enfin les cas de résiliation, par exemple, si jamais on n'avait pas, on avait pas respecter les règles de paiement en matière fiscale ou sociale, ou bien on manquait en matière d'emploi de travailleurs clandestins ou des choses comme ça. Voilà, on avait déjà des dispositions, mais c'était quelque chose d'assez épars. Aujourd'hui, en fait, finalement, on voit que en matière d'exécution du contrat et des marchés, finalement, se dessinent en fait des règles un socle de règles applicables. Et donc par rapport à ces hypothèses, en fait, donc on retrouve aujourd'hui finalement la transposition des cas qui étaient prévus par l'ordonnance de 2014 relative au marché public, par la directive 2014 relative au marché. Donc on a toujours en fait les trois hypothèses qui étaient prévues à l'article 73 de la directive marché. Et notamment, voilà, lorsque le titulaire en cours de contrat se retrouve en situation irrégulière, il respecte pas ses obligations fiscales ou sociales et autres, etc. Lorsque un titulaire d'un contrat a manqué à ses obligations en matière de commande publique, de droit des marches publiques, et a été sanctionné, voilà, par la Cour de justice. Et enfin, lorsque finalement le marché devrait faire l'objet d'une modification substantielle et qui aurait requis une modification, qui aurait requis une modification du contrat qui n'est pas permise par les textes. Donc vous voyez, en fait, dans le droit fil de ce qu'on vient de dire, si jamais en fait la modification n'est pas permise, on doit résilier le contrat, donc c'est quelque chose d'extrêmement lourd. Donc on a toujours ces trois cas qui sont prévus. Et on a aujourd'hui en fait trois nouveaux cas qui sont intégrés dans le code de la commande publique, voilà, relative à l'exécution des marchés et la résiliation. On a d'abord évidemment la consécration de la résiliation pour force majeure, en cas de force majeure. Et donc là, voilà, c'est un peu la particularité aujourd'hui, c'est que finalement, donc la force majeure, on voit que voilà, c'est quelque chose qui est consacré aujourd'hui par le code. Et cette jurisprudence fait qu'en cas de force majeure, voilà, dans la mesure où il y a voilà un événement qui est imprévisible, irrésistible et qui est extérieur aux parties et qui rend impossible en fait la poursuite du contrat, dans ce cas-là, en fait, l'une ou l'autre des parties, nous dit cet arrêt du Conseil d'État, enfin nous dit l'arrêt du Conseil d'État, peut solliciter en fait la résiliation du contrat. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est confirmé et c'est adopté, sanctuarisé dans le code des marches publiques. La deuxième chose, les deuxièmes hypothèses nouvelles, et qui en fait, c'est assez amusant parce que évidemment tous les praticiens savaient qu'on pouvait sanctionner en fait un co-contractant qui était défaillant, le titulaire d'un marché qui était défaillant, et c'était le plus souvent finalement les CCAG qui prévoyaient en fait ces dispositions. Mais là, on fait remonter finalement dans le code de la commande publique des dispositions où finalement, lorsque le marché est un contrat administratif, l'acheteur peut le résilier en cas de faute d'une gravité suffisante du co-contractant. Et donc voilà, ça veut dire qu'on retrouve finalement toute la jurisprudence qu'on avait sur la déchéance et voilà des cas qu'on a dû tous mettre praticiens en œuvre voilà, pour conseiller des collectivités ou conseiller des entreprises qui avaient fait l'objet d'une résiliation pour faute ou mettre en œuvre une résiliation pour faute. Et ensuite, le cas de la résiliation pour motif d'intérêt général. Et là, évidemment, qui dans l'hypothèse d'une résiliation pour motif d'intérêt général qui est toujours permise, ouvre droit, évidemment, à indemnisation du co-contractant, voilà, qui en principe a droit, dans ces cas-là, aux gains manqués et aux pertes subies. Voilà, c'est les cas particuliers.
Alors, la particularité, en fait, voilà, c'est que dans le nouveau code, on voit que ces cas de résiliation ne sont pas limitatifs, que la loi peut prévoir éventuellement d'autres hypothèses de résiliation. Et ensuite, on a un régime finalement de règles relatives à l'indemnisation qui sont, pareil, intégrées dans le code de la commande publique, avec la résiliation qui suppose un décompte du marché, qui, en cas de désaccord, en fait, on a une possibilité le titulaire peut demander à ce que la partie des sommes sur lesquelles il estime que enfin voilà, sur lesquelles la personne publique n'a pas ou le pouvoir adjudicateur n'a pas critiqué ces sommes-là, il peut les réclamer. Et ensuite, on a un délai de paiement qui court à compter de la date à laquelle le montant de l'indemnisation est arrêté, donc que des règles qui sont protectrices. Alors je dis tout de suite, voilà, c'est intéressant de voir que le code de la commande publique a intégré ces dispositions, mais en fait pour les praticiens, il y avait déjà notamment tous les marchés qui étaient soumis au CCAG travaux, fournitures courantes et services et autres. On avait déjà en fait ces dispositions relatives finalement aux conditions d'établissement du décompte en cas de résiliation, et avec alors là aussi pareil un vrai bonheur pour les praticiens, le contentieux, savoir comment on pouvait quand est-ce qu'on devait réclamer, pas réclamer, et quand est-ce qu'il y avait forclusion. Enfin bref, c'est des sujets qui pareil laissent parfois un peu songeurs et face à des interrogations très fortes. Ensuite, les données relatives à l'achat, c'est pareil, c'est donc un nouveau chapitre, enfin une nouvelle partie des règles relatives à l'exécution. Là encore, pareil, voilà, on intègre en fait finalement l'ensemble des dispositions précédentes qui étaient liées à l'ordonnance de juillet 2015 et et au décret du 26 mars 2016. Voilà, on a finalement là encore une clarification dans le code de la commande publique, pas de modification, et donc on conserve toujours évidemment l'obligation de conserver en fait les documents relatifs à l'exécution des marchés. On a une obligation toujours aujourd'hui de mise à disposition des données essentielles qui sont relatives, je le rappelle, à la fois à la passation, à l'exécution et voilà, enfin du contrat. Évidemment sous réserve du secret des affaires et de la divulgation de secrets qui seraient contraires à l'ordre public. Et ensuite on a le recensement économique en fait où les pouvoirs adjudicateurs doivent communiquer finalement les données essentielles relatives au marché pour que en fait on puisse procéder à un recensement global au niveau national des règles de la commande publique. Alors voilà, je le dis toujours aujourd'hui, il y a quelque chose d'incroyable, c'est que avec finalement toutes ces données qui sont traitées par rapport à la commande publique, ça permet d'avoir aujourd'hui pour certains opérateurs une vision assez claire de leur marché, une vision assez claire notamment des coûts de tel ou tel produit. Voilà. Et puisqu'on parle de coûts justement, on a aussi des dispositions spécifiques, et quand je parlais tout à l'heure, on parlait avec Julie, on évoquait le pouvoir de contrôle de l'administration en fait sur l'exécution des contrats. Alors évidemment, ce pouvoir de contrôle, il s'exerce très fortement dans le domaine des concessions, il s'exerce très fortement dans le domaine des marchés de partenariat, mais il s'exerce aussi très fortement dans le domaine des marchés classiques, dirait-on. Et donc dans ce domaine des marchés classiques, voilà, on a des dispositions voilà, qui sont toujours très intéressantes, où on voit finalement que ce souci que pourrait avoir l'État ou ces établissements publics, lorsqu'il a recouru à des contrats qui n'ont pas été prestés d'une mise en concurrence, en fait, de pouvoir demander en fait au titulaire du contrat toutes les explications possibles sur le coût de revient des prestations, avec ce souci finalement de savoir si on ne paie pas une prestation trop chère dès lors qu'il n'y a pas eu de mise en concurrence. Et voilà. Et alors la petite particularité, c'est que les titulaires du contrat ne peuvent pas s'opposer en fait à ce pouvoir de contrôle qui peut avoir lieu sur pièce ou sur place. Et là, je dis tout de suite, on retrouve finalement dans les marchés quelque chose que nous on connaissait dans le domaine des concessions et dans le droit des délégations de services publics, où on avait ce pouvoir de contrôle. Voilà. Et quelque part, finalement, on se rend bien compte que on utilise des deniers publics. Voilà, et qu'à partir du moment où on utilise des données publiques, en fait, il y a une obligation finalement de contrôle, et chaque citoyen finalement devrait pouvoir savoir comment utiliser ces données. Et donc voilà, c'est une des illustrations du nouveau code de la commande publique que d'avoir intégré ces dispositions. Alors la véritable nouveauté aussi, enfin quelque chose qui est assez incroyable, c'est le règlement alternatif des différends, parce qu'en fait voilà, aujourd'hui on a dans le code de la commande publique, le nouveau code de la commande publique, finalement toute une série de règles relatives au mode de règlement alternatif des différends. Alors j'aime bien le contentieux administratif, on aime bien le contentieux administratif, c'est presque plus de 20 ans que je l'enseigne, et donc voilà, on se retrouve aujourd'hui finalement avec quelque chose d'assez novateur, puisque finalement on intègre en fait dans le code de la commande publique des dispositions relatives à ces modes de règlement alternatifs que sont finalement la conciliation, la médiation, la transaction, l'arbitrage, et évidemment on conserve aussi tout ce qui est comité consultatif de règlement amiable des litiges ou voilà, et donc notamment. Et donc finalement la question que je me pose toujours, moi, c'est que quelque part bon, c'est très bien, et on voit que finalement on veut favoriser les modes de règlement alternatifs des différends, mais voilà, quelque part enfin pour moi qui est
praticiens, pour nous, il y a une forme de risque de confusion parce qu'en fait, voilà, il faut pas tout mélanger. On a en principe, voilà, des dispositions qui s'appliquent en matière de contentieux et qui sont fixées notamment pour les juridictions administratives par le Code de justice administrative et par le Code de procédure civile pour les juridictions judiciaires. Et donc finalement, il peut y avoir une forme de confusion. Encore une fois, là aussi, c'est pareil. Le code, c'est la particularité de notre dualisme juridictionnel. Hein, voilà, c'est notre histoire. Distingue les règles applicables en matière de procédure de règlement amiable, selon que c'est un contrat administratif ou un contrat de droit privé. Et donc finalement, voilà, c'est quelque chose qui peut être un peu complexe à mettre en œuvre. Alors, la particularité, voilà, c'est qu'on a aujourd'hui la possibilité, notamment, on encourage le recours à la médiation ou à la conciliation, sachant que pour les juridictions administratives, voilà, ce sont les dispositions du code des relations publiques et administration qui s'appliquent, et aussi en fait les dispositions du code de justice administrative. C'est un petit peu le jeu de loi parce qu'en fait, on fait deux cases, on va vers le CRPA, puis après on repart vers le code de justice administrative. Et au final, finalement, par rapport à la médiation devant le juge administratif, on va dire que elle succède finalement à une volonté qui existe depuis des années en fait devant les juridictions administratives de régler autrement les litiges. Et la médiation, en fait, voilà, c'est quelque chose de totalement nouveau qui succède en fait à la conciliation qui avait un peu échoué. Et donc aujourd'hui, on a des nouvelles dispositions de mémoire. Je crois que c'est l'article L213-3 à 5 du Code de justice administrative qui ont été intégrés par un décret de 2016, qui viennent finalement consacrer aujourd'hui la médiation au sein de la juridiction administrative. Et donc finalement, voilà, l'idée c'est de dire qu'en matière de marché, on va pouvoir recourir notamment à la médiation. Et donc, soit alors de sa propre initiative, c'est un des cas qui est prévu par le Code de justice administrative, soit à l'initiative des parties qui finalement vont quand même solliciter le juge pour que ce soit le juge qui désigne le médiateur, ou bien c'est le juge lui-même qui va désigner un médiateur. Alors je le dis juste, voilà, une illustration très forte. On est saisi d'un dossier aujourd'hui là dans le nord de la France qui concerne un marché de travaux relatif à la réfection d'un musée, et en fait l'entreprise qui a saisi le juge à l'occasion d'une contestation du décompte général a plutôt le magistrat a proposé lui-même une médiation en demandant aux parties si elles étaient intéressées par une médiation. Et mon client a accepté cette médiation, et donc on va rentrer aujourd'hui en médiation avec donc l'intervention de ce médiateur. Et donc voilà, là encore pareil, on pourrait en parler, mais c'est quelque chose de véritablement nouveau. On conserve évidemment voilà la présence donc des comités consultatifs de règlement amiable des différends. Et là en fait la particularité du texte, c'est que finalement dans le nouveau texte de la commande publique, de ce code, on intègre en fait toutes les dispositions relatives au comité consultatif avec les modalités de désignation des membres de la commission, les conditions de saisine, voilà les règles particulières de procédure avec le respect du contradictoire, etc. Et donc voilà, je le répète aussi, une particularité entre la saisine du CCIRA, enfin des comités consultatifs, par rapport à la médiation, c'est que dans la médiation, les documents peuvent être communiqués de manière confidentielle éventuellement au médiateur, alors qu'en matière de procédure devant les comités consultatifs, tous les documents qui sont communiqués en principe sont soumis au contradictoire, et donc il peut y avoir une différence. On conserve l'idée de la saisine du médiateur des entreprises. Et donc voilà, on a en fait une harmonisation des règles en fait en matière de prescription, c'est-à-dire que voilà, dès lors qu'on saisit en fait les comités consultatifs de règlement amiable des litiges, ça interrompt les délais de recours contentieux pour les marchés publics qui sont des contrats administratifs. Et donc là aussi c'est pareil, je vous cache pas les débats qu'il peut y avoir et les questions sur les effets de la saisine de ces autorités qui ont pour vocation de régler amiablement les litiges. Et on conserve enfin aussi, alors ça c'est une vraie nouveauté dans le code de la commande publique. On intègre en fait la transaction dans la commande publique. Alors évidemment la transaction on l'a tous pratiquée pour mettre un terme à des litiges en matière de marché public et relatif à l'exécution des marchés publics. Et finalement ce nouveau texte, l'article L2197-5 du code de la commande publique consacre en fait la transaction en renvoyant aux dispositions de l'article 2044 du Code civil. Alors sur la transaction, juste un mot pour vous dire voilà que c'est un contrat par lequel on décide de mettre un terme à un litige, né ou à naître. C'est une convention dans laquelle en fait les parties doivent procéder à des concessions réciproques, et je le rappellerai toujours, c'est une convention par laquelle on ne peut pas déroger à des règles d'ordre public, parmi lesquelles en fait une personne publique ne peut pas être condamnée à payer une somme qui ne doit pas. Donc la transaction évidemment ce n'est pas
l'occasion de se mettre d'accord à l'amiable, de faire des accords, des accords entre amis pour éviter les règles de la commande publique, détourner les règles d'avance, de paiement, etc., d'acompte. Voilà, c'est vraiment, voilà, on doit respecter les règles des règles d'ordre public, pas faire de libéralité. Et là, pour la transaction, je renverrai en fait à l'avis de principe du Conseil d'État de 2002, syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second degré du district de l'Haye-les-Roses. Et bon, c'est mon associé Gilles Le Châtelier qui a conclu et qui a rapporté dans cette affaire, qui était commissaire du gouvernement et qui a fixé en fait un peu les règles en matière de transactions devant en matière administrative, en matière de marché. Et on termine ensuite sur l'arbitrage. Voilà aussi pareil, le nouveau code de la commande publique ne change rien. En fait, il consacre toujours, dans certains cas, la possibilité de recourir à l'arbitrage, sachant que l'article 2060 du Code civil interdit en principe aux personnes publiques de recourir à l'arbitrage. On a tous en tête certaines affaires récentes en matière d'arbitrage qui ont mis en lumière les risques pour en tout cas les citoyens et concernant l'État et les personnes publiques ont toujours très peur que l'arbitre finalement favorise plutôt les intérêts privés au détriment des intérêts de la collectivité ou de la personne publique. Et donc l'arbitrage a encore quelque chose aujourd'hui qui est autorisé de manière donc en fait limitative, mais on peut recourir notamment à l'arbitrage en matière de marché public relatif notamment pour le paiement des marchés de travaux et de fournitures. On y a droit. Donc voilà. Et donc finalement la véritable c'est voilà ce chapitre sur le mode de règlement alternative des différends de manière amiable, c'est une vraie nouveauté. Et mon sentiment pour conclure, en fait, notre sentiment pour conclure, voilà, c'est qu'on se dit qu'on a commencé finalement à tracer les traits dans le code de la commande publique d'un 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 régime relatif à l'exécution des marchés notamment, enfin puisqu'on parle des marchés ce matin, et que voilà, c'est des règles qui ont vocation probablement à s'enrichir. Alors il faut peut-être que ce qui a été mis aujourd'hui n'est pas suffisant. Moi j'ai l'impression que c'est quand même assez complet, mais probablement voilà, on va pouvoir dessiner et tracer peut-être de manière plus précise les pourtours d'un véritable régime des contrats et de la commande publique. Voilà. En tout cas, voilà, j'espère qu'on a été assez complet. Voilà. Maître, je vous remercie pour cette présentation qui était très dense. C'est vrai qu'il y a pas mal de dispositions concernant l'exécution. Alors, je vous demande de rester connecté. Nous allons examiner, voir si des questions ont été posées. Donc, nous revenons d'ici quelques minutes.
Oui, voilà. Donc, on reprend la parole pour répondre à vos questions. D'abord, mille excuses si le débit a été un peu rapide, mais il y avait beaucoup de choses à dire et je pense voilà que on avait un support de présentation qui était assez complet. Alors, juste pour répondre à la première question sur l'exécution financière et les faveurs accordées aux PME, il me semble que, d'après le texte de la commande publique, il nous semble que c'est que l'État qui est visé et non pas les établissements publics de l'État. Donc, du coup, c'est que l'État. En ce qui concerne la question ensuite de alors, je crois qu'on avait, c'est bizarre, la question a changé de sens. Oui, Voilà, s'agissant du droit transitoire, effectivement, si l'avis de publicité a été lancé avant le 1er avril 2019, c'est évidemment si ça a été fait après le 1er avril 2016, en fait, ce sont les dispositions de l'ancien code, enfin plutôt l'ancienne ordonnance et du décret qui vont s'appliquer. Donc voilà, mais c'est des questions toujours un peu délicates de droit transitoire. L'interdiction des paiements différés, la question en fait n'est pas malheureusement complète, donc on n'arrive pas à la lire. S'agissant ensuite alors s'agissant de pouvoir réserver l'exécution de certaines prestations au titulaire du marché lui-même et la possibilité d'interdire toute sous-traitance, c'est quelque chose qui, à mon sens, serait enfin, c'est comme pour tout, voilà, il y a la question toujours un peu de l'abus de droit. Voilà, le principe, c'est que la sous-traitance est permise dans le domaine des marchés publics. On peut réserver certaines prestations essentielles, nous dit le code de la commande publique, à l'opérateur. Et voilà, on a le sentiment, en lisant le code de la commande publique, que finalement, voilà, le principe, c'est que vraiment, voilà, la sous-traitance est permise. Elle ne doit pas porter sur la totalité du marché. Et ce n'est que par exception qu'on doit pouvoir justifier que certaines prestations devront être, pour des raisons alors de continuité de service public, le texte nous dit, on peut finalement réserver les prestations aux titulaires du marché. Donc mon sentiment, c'est que si on faisait ça, c'est-à-dire en clair, si on interdisait, on disait que toutes les prestations doivent être exécutées par le titulaire, il faudrait vraiment pouvoir justifier de circonstances particulières. S'agissant de l'intérêt d'indiquer ou pas dans un cahier des charges le mode de règlement alternatif des litiges, la particularité aujourd'hui du code avec ces dispositions législatives, en fait, c'est que oui, effectivement, on pourrait en fait ne pas le prévoir en se disant que le titulaire du contrat n'y pensera pas, sauf que vous voyez, en fait, la médiation a été intégrée dans le droit positif depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Voilà, et finalement, enfin, que ce soit les opérateurs économiques ou soit même le juge administratif, lui-même maintenant pense à appliquer en fait finalement ces nouvelles dispositions. Et donc, quand bien même vous n'auriez rien prévu, et le cas que j'évoquais là, de ce marché de travaux classique où il y a plusieurs réclamations sur différents postes en matière voilà de travaux supplémentaires, de modification du périmètre du contrat, etc. En fait, finalement, c'est le juge lui-même qui a eu l'idée de le faire. Donc voilà, je suis pas forcément certain que ça nous protégerait de tout. Alors après, les questions, elles ont pas vraiment. Bah, écoutez, je vous remercie. C'est vrai, le problème, c'est que certaines questions apparaissent coupées, donc on peut pas y répondre. Il manque des éléments. Donc voilà, on va donc s'arrêter là. Et je vous remercie donc d'avoir bien participé à ce webinaire.
Et afin de compléter cette présentation, je vous invite à consulter donc le numéro de février de la revue Contrat public, donc le dossier consacré aux parties 1 et 2 de ce nouveau code, le numéro de mars étant consacré aux concessions. Et je rebondis sur la remarque de Maître Seri au début, disant que la structure du code, c'est vrai, était problématique avec la partie législative, dans un premier temps, la partie réglementaire. Je vous annonce donc que pour ceux qui sont abonnés à l'ouvrage actualisation Code pratique des marchés publics de Nicolas Charel, la mise à jour d'avril donc va sortir, et cette mise à jour, regroupe les articles législatifs et réglementaires par thématique. Donc pour une vision plus claire et plus pratique à utiliser de ce nouveau code de la commande publique. Voilà, je vous remercie.